Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. L'attentat contre le musée du Bardo à Tunis qui aurait fait plus de 20 morts est un coup dur pour la Tunisie. Alors que les touristes commençaient à revenir, la reprise du secteur pourrait être compromise. Le retour à la croissance est-il menacé? Et plus largement, quels risques les investisseurs sont-ils prêts à prendre sur le continent africain? Alexis Tsipras fournira une liste précise de réformes au ministre des Finances de la zone euro d'ici quelques jours. C'est l'engagement du Premier ministre grec à la suite du mini-sommet européen à Bruxelles. Face à la fuite des capitaux, la Grèce est sous pression. Il est urgent qu'un accord soit signé où l'issue sera peut-être le Grexident, une sortie accidentelle de la Grèce de la zone euro. Enfin, la Fed pourrait remonter ses taux, mais pas avant le mois de juin. Si elle le fait, c'est ce qu'on peut retenir en tout cas du discours alambiqué de sa présidente Janet Yellen. Il faut une amélioration supplémentaire sur le marché du travail et une inflation plus forte avant de resserrer la vis de la politique monétaire. Quelles conséquences pour l'économie américaine et bien sûr pour l'économie européenne ? Et on en parle avec mes invités. Bonjour Nicolas Bavrez, économiste et éditorialiste au Point, auteur des Lettres béninoises chez Albin Michel. Également avec nous Lionel Zinzou, bonjour. Bonjour. PDG de PAI Partners. Et Jean-Marc Vittori, bonjour, éditorialiste des Échos. Et puis auteur de Éco-graphique, 50 graphiques pour regarder l'économie autrement. Et c'est aux éditions Erol. Alors l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis, revendiqué par l'organisation de l'État islamique, est un coup dur pour la Tunisie, alors que les touristes commençaient à revenir dans le pays. Le redémarrage du secteur pourrait être compromis. L'économie, vous le savez, est l'une des clés de la réussite de la démocratie tunisienne. Alors la reprise est-elle menacée? Je vous propose d'écouter des réactions à Tunis, juste après l'attentat, ainsi qu'au Salon du tourisme à Paris. On en discute ensuite. Je suis scandalisée par ce qui se passe et si je suis présente là ce soir, c'est pour dire que j'ai pas peur et qu'on continuera tous à lutter contre le terrorisme, ce fléau qui est devenu omniprésent dans notre société. C'est la guerre contre le terrorisme, ça a touché Paris comme ça touche la Tunisie, comme ça touche la Libye avec des actes barbares. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en guerre contre ces terroristes. Les personnes qui nous abordent, c'est pour nous exprimer des messages de soutien, de sympathie et certains pour nous dire: comptez sur nous, nous sommes là en Tunisie si vous avez besoin de témoignages, parce que nous n'annulons pas nos voyages. Donc vous voyez, ça nous fait chaud au cœur. On y retournerait bien, quoi, mais on a cette crainte un petit peu de ne pas retrouver la Tunisie pleine de quiétude que l'on a connue il y a quelques années, quoi. Il ne faut pas y penser, parce que ça peut arriver partout. Hein. Ça peut vous arriver partout. Un attentat est possible partout maintenant. Donc, Tunisie ou ailleurs... Il faut être prudent, mais c'est tout. Lionel Zinzou, votre réaction, c'est vrai que c'est un coup dur pour un pays qui est quand même une jeune démocratie, qui est un peu l'exemple même de la transition démocratique réussie, de cette économie qui a du mal déjà à repartir, ce tourisme qui a du mal à repartir. Évidemment, ce type d'attentat ne va pas améliorer les choses. Alors, oui, d'abord, c'est une tragédie. Et ensuite, au fond, en Afrique, il y a d'autres situations de ce genre. Donc, c'est emblématique. Et manifestement, l'État islamique, Daesh, va vouloir aller menacer chaque situation un peu stable, chaque situation démocratique. C'était ce qui était particulièrement visé, vous pensez, en Tunisie, justement, cette démocratie? Alors, je crois que l'enquête ne sait pas exactement dire si les terroristes voulaient s'attaquer au Parlement et se sont contentés du musée en face ou s'ils voulaient atteindre les étrangers, le tourisme, l'économie, et donc ils voulaient aller directement au musée. Enfin, qu'ils soient allés attaquer le symbole du Parlement ou le symbole du musée, de la culture et de l'ouverture sur l'étranger, dans les deux cas, c'est clairement une volonté de cibler la Tunisie comme un des symboles, comme ils ont ciblé la France, comme ils ont ciblé le Danemark. Et voilà, donc ça participe de quelque chose qui dépasse la Tunisie et l'Afrique. Mais c'est vrai que c'est particulièrement poignant dans le cas de la Tunisie, où on a l'impression d'une transition démocratique réussie, qui menace peut-être Daesh plus que d'autres situations. Cela dit, sur le tourisme, il ne faut pas non plus grossir l'impact. En même temps, il n'a jamais retrouvé l'époque d'avant la révolution arabe. Il n'a pas retrouvé l'époque d'avant, mais si vous prenez les comptes de la Tunisie, d'abord, le tourisme, c'est moins de 10% du PIB, donc ce n'est pas toute l'économie de la Tunisie. Il y a 90% d'autres activités. C'est une économie de services assez diversifiée, c'est une économie industrielle assez avancée. Et puis, si vous voulez, quand vous regardez le
compte extérieur de la Tunisie, il n'est pas très dégradé. Vous voyez, il est un petit peu moins d'1% de déficit dans le PIB. Ça veut dire que le total de tout ce qu'exporte la Tunisie et l'entrée des capitaux aussi. Il y a un vote de confiance des capitaux. Notamment, la Tunisie a des taux très bas, de 5,75%, a emprunté sur les marchés internationaux très récemment. Donc l'entrée des capitaux et la sortie de toutes les autres exportations font qu'il n'y a pas d'alarme macroéconomique, et si Daesh a voulu, au fond, déstabiliser l'économie tunisienne, ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Nicolas Bavrez, alors c'est vrai que l'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Il faut noter quand même la fermeté du président Beji Caïd Essebsi. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, a-t-il dit. Je veux que le peuple tunisien se rassure. Ces traîtres seront anéantis. Alors est-ce suffisant, effectivement, pour rassurer ? Alors, je crois qu'il y a d'abord le risque géopolitique qui remonte de manière spectaculaire aujourd'hui dans le monde. Et quand on regarde l'islamisme, il y a deux grands aspects. Il y a d'abord cette internationale des groupes de la terreur qui se reconnaissent autour de l'État islamique. Donc évidemment, le cœur, c'est Syrie et puis Irak. Mais on a aussi maintenant des foyers en Égypte, dans le Sinaï, en Libye, et évidemment avec Boko Haram qui vient de prêter allégeance à l'État islamique. Et puis de l'autre côté, on a des frappes ponctuelles qui sont effectuées dans un certain nombre de pays. On a vu Paris, Copenhague, Ottawa, Sydney dans le monde développé, et Peshawar, le Yémen encore récemment, et puis effectivement Tunis. Et malheureusement, c'est vrai que ces frappes, elles ont des... D'abord, généralement, les objectifs sont très symboliques et bien choisis, comme on l'a dit. Et c'est la vrai. première fois, en fait, qu'il y a un attentat contre des touristes véritablement à Tunis. Oui, il y en avait eu à Djerba il y a quelques années, mais c'est vrai que le fait que ça se situe à Tunis, au palais du Bardo, tout près du Parlement, ce sont des lieux qui sont extrêmement symboliques, qui montrent d'un côté que personne n'est à l'abri, mais qui ont aussi quand même je pense, des répercussions très fortes quand même sur l'économie, parce que si on regarde l'Égypte, ça pourrait compromettre la reprise. Si on regarde une comparaison qui est l'Égypte, l'économie égyptienne, elle s'est jamais remise de l'arrêt du tourisme. Et c'est à peu près le même poids dans l'économie de l'Égypte. On n'est pas encore tout à fait à l'arrêt, mais c'est vrai que sur cette bande-là, il y a deux pays qui avaient encore du tourisme, qui étaient le Maroc et la Tunisie. Et malheureusement, il est à craindre que le seul qui va garder un flux important aujourd'hui, c'est le Maroc, en espérant qu'il ne lui arrive pas la même chose. Jean-Marc Vittori, alors l'économie d'un pays peut-elle être justement résiliente face au terrorisme, face aux périls djihadistes ? Certaines économies sont plus fragiles que d'autres. L'économie tunisienne n'est pas une économie qui était particulièrement forte. On parle beaucoup de ce 7% du PIB du tourisme. L'Organisation internationale du tourisme, elle parle de 15%, ce qui dit qu'il faut rajouter aussi l'industrie du transport. Alors, l'industrie du transport n'est pas affectée seulement au tourisme. 15% du PIB. Non, mais si on suppose que la moitié du transport sert d'une manière ou d'une autre au tourisme, ça fait 10% du PIB. Et puis ça fait 12% du PIB. 12% de la population active. 10% du PIB, c'est ce que fait la finance au Royaume-Uni. Pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est conséquent. Sauf que la finance au Royaume-Uni, même lors des pires crises financières, elle ne s'arrête pas totalement. Les Britanniques ont toujours besoin d'avoir une banque pour prendre leur argent, d'un assureur, etc. Le tourisme, c'est très différent. Du jour au lendemain, il peut y avoir 80% des gens qui pensaient aller prendre des vacances en Tunisie, qui les annulent. Les mouvements sont extrêmement violents. On l'a vu en Tunisie, on l'a vu aussi alors là, on attend de voir, Égypte. On sait qu'il y a déjà eu quelques annulations. Mais et on est triple symbole. Le symbole de la Tunisie qui était le pays qui se sortait le mieux du printemps arabe, le symbole de Tunis, le Bardo ou le Parlement, mais on est vraiment au cœur. Et puis le troisième symbole qui est le symbole du moment où ça se fait. Ça se fait au mois de mars. Les réservations du tourisme, elles ne se font pas en novembre, elles se font en ce moment. Donc c'est vraiment un coup dur. Mais ça ne va pas casser la croissance quand même. Vous savez quelle est la prévision de croissance pour la Tunisie ? La prévision qui est associée au budget de la Tunisie, c'est 3% de croissance en 2015, ce qui serait un tout petit peu plus que les 2,8% de 2014. Mais la prévision du FMI a été révisée à la hausse à 3,7%. Donc avec un choc sur le tourisme, vous ne casserez quand même pas, vous ne ferez pas rentrer ce pays en récession. On ne fera pas rentrer ce pays en récession. Et puis il faut rappeler que
l'Afrique subsaharienne connaît un taux de croissance en moyenne de 5%, et cela par an, malgré Boko Haram, malgré la guerre au Mali. Le continent africain, c'est 54 pays très différents. Je vous propose d'écouter Mo Ibrahim, c'est l'homme qui a créé le géant des télécoms Celtel. Il a ensuite vendu sa société et créé une fondation qui vise à améliorer la gouvernance en Afrique. Alors Mo Ibrahim fustige l'afro-optimisme et l'afro-pessimisme. C'était mardi dernier à Genève à l'occasion du CEO Africa Forum. On réagit ensuite. J'essaye toujours de m'écarter de cette tendance à coller une seule étiquette très générale sur l'Afrique. Parfois, on dit que l'Afrique est un cas désespéré. D'autres fois, on dit que l'Afrique est la nouvelle frontière. Il faut s'écarter de ces deux récits, l'afro-pessimisme et l'afro-optimisme, pour aller vers l'afro-réalisme. Emmanuel Zazou, vous êtes plutôt un afro-optimiste, vous. Vous parlez de l'Afrique, qui sera une grande puissance industrielle, mais ça dépend, agroalimentaire. Ça dépend des circonstances historiques. L'afro-réalisme... Moi, ça fait une douzaine d'années que j'essaye d'attirer l'attention, notamment des Européens, sur le fait que la croissance est forte, elle est soutenable, elle est durable, elle correspond à des vrais progrès sociaux, des vrais progrès démographiques en Afrique. Alors, on m'a du coup collé une étiquette d'afro-optimiste BA. Il faut ajouter BA pour comprendre que c'est une sottise d'être afro-optimiste. Mais moi, à mon avis, dans un usage français, c'est très important quand même de rendre les gens un tout petit peu plus optimistes sur l'Afrique. Parce que d'être dans le déni de la croissance africaine, ça a fait qu'un grand nombre d'entreprises françaises ont délaissé l'Afrique au bénéfice de ceux qui ont été un tout petit peu plus afro-optimistes il y a 10 ans, 20 ans. Ils s'appellent la Chine, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud. On a perdu les 2/3 de nos parts de marché. C'est beaucoup, 2/3 de parts de marché. Donc il fallait un peu d'afro-optimisme. Donc il y a un petit peu d'afro-optimisme fonctionnel, méthodologique, qui est nécessaire au moins en Europe. Maintenant, quand je suis un citoyen africain, je suis beaucoup plus réaliste qu'optimiste. C'est autre chose. Ça dépend de la casquette. Alors, Nicolas Bavrez, vous pouvez peut-être conclure. Vous avez écrit un livre, vous, les lettres béninoises. Alors là, vous imaginez l'élection d'un Béninois à la tête du FMI qui regarde les comptes de la France. Donc vous inversez totalement... le scénario entre pays dits matures et pays africains. Ce qui était dit est très raisonnable. C'est-à-dire, d'abord, l'Afrique, c'est 54 pays, donc évidemment, on a des situations très différentes. Aujourd'hui, on a clairement un continent qui est à la veille de ses 30 glorieuses. S'il arrive à maîtriser un certain nombre de menaces qu'on a vues dans les derniers mois, la menace de l'islamisme et du terrorisme, la menace du manque d'infrastructures, ça c'est Ebola, et la menace des autocraties et de l'arrêt du progrès de l'état de droit, avec la révolte de jeunesse désespérée et au chômage. Ça fait de nombreuses menaces tout de même à relever. Mais on voit qu'à l'inverse, on a du côté résilience le fait que c'est un développement, un essor qui se passe par le bas, par la société, pas par l'État, et qui est très appuyé aussi sur la demande intérieure, et donc assez stable. Il faut faire confiance à la société, à la résilience de ces pays. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de la Semaine de l'Écho. Restez avec nous.